Au bonheur des dames, Émile Zola, chapitre 9. Un lundi, 14 mars, le Bonheur des Dames inaugurait ses magasins neufs par la grande exposition des nouveautés d'été qui devait durer 3 jours. Au dehors, une aigre bise soufflait. Les passants surpris de ce retour filaient vite en boutonnant leurs paletot. Cependant, toute une émotion fermentait dans les boutiques du voisinage et on en voyait contre les vitres les faces pâles des petits commerçants occupés à compter les premières voitures qui s'arrêtaient devant la nouvelle porte d'honneur, rue Neuve-Saint-Augustin. Dès 10 heures, cependant, Mouret était là, donnant ses derniers ordres. Au centre, dans l'axe de la porte d'honneur, une large galerie allait de bout en bout, flanquée à droite et à gauche des deux galeries plus étroites. La galerie Monsigny et la galerie Michaudière. On avait vitré les cours, transformées en hall, et des escaliers de fer s'élevaient du rez-de-chaussée. Des ponts de fer étaient jetés d'un bout à l'autre, aux 2 étages. L'architecte, par hasard intelligent, un jeune homme amoureux des temps nouveaux, ne s'était servi de la pierre que pour les sous-sols et les piles d'angles, puis avait monté toute l'ossature en fer. Partout, on avait gagné de l'espace. L'air et la lumière entraient librement. Le public circulait à l'aise, sous le jet hardi des femmes à longue portée. C'était la cathédrale du commerce moderne, solide et légère, faite pour un peuple de clients. En bas, dans la galerie centrale, après les soldes de la porte, il y avait les cravates, la ganterie, la soie. La galerie Monsigny était occupée par le blanc et la rouennerie. La galerie Michaudière par la mercerie, la bonneterie, la draperie et les lainages. Puis, au premier, se trouvaient les confections, la lingerie, les châles, les dentelles, d'autres rayons nouveaux, tandis qu'on avait relégué au second étage la literie, les tapis, les étoffes d'ameublement, tous les articles encombrants et d'une manière difficile. À 7 heures, le nombre des rayons était de 39 et l'on comptait 1800 employés dont 200 femmes. Un monde poussait là, dans la vie sonore, des hôtes nefs métalliques. Mouret avait l'unique passion de vaincre la femme. Il la voulait reine dans sa maison, il lui avait bâti ce temple pour y tenir à sa merci. C'était toute sa tactique, la griser d'attention galante et trafiquer de ses désirs, exploiter sa fièvre. Aussi, nuits et jours, se creusait-il à la tête, à la recherche de trouvailles nouvelles. Déjà, voulant éviter la fatigue des étages aux dames délicates, il avait fait installer 2 ascenseurs, capitonnés de velours. Puis, il venait d'ouvrir un buffet, où l'on donnait gratuitement des sirops et des biscuits. Et un salon de lecture, une galerie monumentale décorée avec un luxe trop riche, dans laquelle il risquait même des expositions de tableaux. Mais son idée la plus profonde était, chez la femme sans coquetterie, de conquérir la mère par l'enfant. Il ne perdait aucune force. Spéculer sur tous les sentiments, créer des rayons pour petits garçons et fillettes, arrêter les mamans au passage en offrant aux bébés des images et des ballons. Un trait de génie que cette prime des ballons distribuait à chaque acheteuse. Des ballons rouges à la fine peau de caoutchouc, portant en grosses lettres le nom du magasin, et qui, tenu au bout d'un fil, voyageant en l'air, promené par les rues, une réclame vivante. La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an 3100 francs de catalogues, d'annonces et d'affiches. Pour sa mise en vente de nouveautés d'été, il avait lancé 200 000 catalogues, dont 50 000 à l'étranger, traduits dans toutes les langues. Maintenant, il les faisait illustrer de gravures. Il les accompagnait même d'échantillons, collés sur les feuilles. C'était un débordement d'étalage. Le bonheur des dames sautait aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux jusqu'aux rideaux des théâtres. Il professait que la femme est sans force contre la réclame, qu'elle finit fatalement par aller au bruit. Du reste, il lui tendait des pièges plus savants. Il l'analysait en grand moraliste. Ainsi, il avait découvert qu'elle ne résistait pas au bon marché, qu'elle achetait sans besoin, quand elle croyait conclure une affaire avantageuse. Et sur cette observation, il baissait son système des diminutions de prix. Il baissait progressivement les articles non vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe du renouvellement rapide des marchandises. Puis, il avait pénétré plus avant encore dans le cœur de la femme. Il venait d'imaginer les rendus, un chef-d'œuvre de séduction jésuitique. « Prenez toujours, madame, vous nous rendrez l'article, s'il cesse de vous plaire. » Et la femme, qui résistait toujours là à une dernière excuse, la possibilité de revenir sur une folie, apprenait la conscience en règle. Maintenant, les rendus et la baisse des prix entraient dans le fonctionnement classique du nouveau commerce. Mais où Mouret se révélait comme un maître sans rival, c'était dans l'aménagement intérieur des magasins. Il posait en loi que par un coin du bonheur des dames ne devait rester désert. Partout, il exigeait du bruit, de la foule, de la vie, car la vie, disait-il, attire la vie, enfante et pullule.
De cette loi, il tirait toutes sortes d'applications. D'abord, on devait s'écraser pour entrer. Il fallait que, de la rue, on crût à une émeute. Et il obtenait cet écrasement en mettant sous la porte les soldes, des casiers et des corbeilles débordant d'articles à vil prix. Si bien que le menu peuple s'amassait, barrait le seuil, faisait penser que les magasins craquaient de monde lorsque souvent ils n'étaient qu'à demi pleins. Ensuite, le long des galeries, il avait l'art de dissimuler les rayons qui chômaient, par exemple les châles en été et les indiennes en hiver. Il les entourait de rayons vivants, les noyait dans du vacarme. Lui seul avait encore imaginé de placer au 2e étage les comptoirs des tapis et des meubles. Des comptoirs où les clientes étaient plus rares et dont la présence au rez-de-chaussée aurait creusé des trous vides et froids. S'il en avait découvert le moyen, il aurait fait passer la rue au travers de sa maison. Justement, Mouret se trouvait en croix à crise d'inspiration. Le samedi soir, comme il donnait un dernier coup d'œil aux préparatifs de la grande vente du lundi, dont on s'occupait depuis un mois, il avait eu la conscience soudaine que le classement des rayons adopté par lui était inepte. Brusquement, il s'était écrié qu'il fallait lui casser tout ça. On avait 48 heures. Il s'agissait de déménager une partie des magasins. Le personnel, effaré, bousculé, avait dû passer les nuits et la journée entière du dimanche au milieu du gâchis épouvantable. Même le lundi matin, 1 heure avant l'ouverture, des marchandises ne se trouvaient pas encore en place. Certainement le patron devenait fou. Personne ne comprenait. C'était une consternation générale. « Allons, dépêchons !» criait Mouret avec la tranquille assurance de son génie. « Voici encore des costumes qu'il faut me porter là-haut. Et le Japon, est-il installé sur le palier central ? Un dernier effort, mes enfants, vous verrez la vente tout à l'heure. » Mais, en se tournant, il aperçut Denise. Lui et Bourdoncle se trouvaient dans le rayon des confections, qu'il venait justement de dédoubler, en faisant monter les robes et costumes au 2e étage, à l'autre bout du magasin. Denise, descendue la première, ouvrit de grands yeux, dépassée par les aménagements nouveaux. « Quoi donc ?» murmura-t-elle. « On déménage ?» Cette surprise parut amuser Mouret, qui adorait ses coups de théâtre. Dès le 1er jour de février, Denise était rentrée au bonheur, où elle avait eu l'heureux étonnement de retrouver le personnel poli, presque respectueux. Madame Aurélie, surtout, se montrait bienveillante. Marguerite et Clara semblaient résignées, jusqu'au père Jouve qui pliait l'échine, l'air embarrassé, comme désireux d'effacer le vilain souvenir d'autrefois. Il suffisait que Mouret eût dit un mot, tout le monde chuchotait en la suivant des yeux. Cependant, Mouret la regardait toujours de son air ravi. « Que cherchez-vous donc, mademoiselle ?» demanda-t-il enfin. Denise ne l'avait pas aperçue. Elle rougit légèrement. Depuis sa rentrée, elle recevait de lui des marques d'intérêt, qui la touchaient beaucoup. « C'est tout ce remue-ménage, » murmura-t-elle. Alors, Mouret s'approcha pour lui dire à voix plus basse, « Ce soir, après la vente, veuillez passer à mon cabinet. Je désire vous parler. » Troublée, elle inclina la tête sans prononcer un mot. D'ailleurs, elle rentra au rayon, où les autres vendeuses arrivaient. Mais Bourdoncle avait entendu Mouret, et il le regardait en souriant. « Encore celle-là. Méfiez-vous. Ça finira par être sérieux. » Vivement, Mouret se défendit, cachant son émotion sous un air d'insouciance supérieure. « Laissez donc une plaisanterie. La femme qui me prendra n'est pas née, mon cher. » Et, comme le magasin ouvrait enfin, il se précipita pour donner un dernier coup d'œil aux divers comptoirs. Bourdoncle hochait la tête. Cette Denise, simple et douce, commençait à l'inquiéter. Une première fois, il avait vaincu par un renvoi brutal. Mais elle repassait, et il la traitait en ennemie sérieuse, muet devant elle, attendant de nouveau. Enfin, on rouvrit les portes, et le flot entra. Dès la première heure, avant que les magasins fussent pleins, il se produisit, sous le vestibule, un écrasement tel qu'il fallut avoir recours au sergent de ville pour établir la circulation sur le trottoir. Il y avait des poussées d'épaules, une bousculade fiévreuse autour des casiers et des corbeilles, ou des articles au rabais, dentelle à 10 centimes, ruban à 5 sous, jarretière à 3 sous, gants, jupons, cravates, chaussettes et bas de coton, s'éboulaient disparus comme mangés par une foule vorace. Une femme grosse jeta des cris, 2 petites filles manquèrent d'être étouffées. Toute la matinée, cet écrasement augmenta. Vers 1 heure, des queues s'établissaient, la rue était barrée, ainsi qu'en temps d'émeute. Justement, comme Madame Debeuve et sa fille Blanche se tenaient sur le trottoir d'en face, hésitantes, elles furent abordées par Madame Marty, également accompagnée de sa fille Valentine. « Hein ? Quel monde ?» dit la première. « On se tue là-dedans. Je ne devais pas venir. J'étais au lit, puis je me suis levée pour prendre l'air. »« C'est comme moi, » déclara l'autre. « J'ai promis à mon mari d'aller voir sa sœur, à Montmartre. Alors, en passant, j'ai songé que j'avais besoin d'une pièce de lacet. Autant l'acheter ici qu'ailleurs, n'est-ce pas ? Oh, je ne te penserai pas un sou. Il ne me faut rien du reste. » Cependant, leurs yeux ne quittaient pas la porte,
Elles étaient prises et emportées dans le vent de la foule. « Non, non, je n'entre pas. J'ai peur, » murmura Madame de Beauve. « Blanche, allons-nous-en, nous serions broyés. » Mais sa voix faiblissait. Elle cédait peu à peu au désir d'entrer ou entre le monde. Et sa crainte se fondait dans l'attrait irrésistible de l'écrasement. Madame Marty s'était aussi abandonnée. Elle répétait « Tiens ma robe, Valentine. Ah bien, je n'ai jamais vu ça. On vous porte ? Qu'est-ce que ça va être à l'intérieur ?» Ces dames, saisies par le courant, ne pouvaient plus reculer. Comme les fleurs tirent à eux les eaux errantes d'une allée, il semblait que le flot des clientes, coulant à plein vestibule, buvait les passantes de la rue, aspirait la population des 4 coins de Paris. Elles n'avançaient que très lentement, serrées à perdre haleine, tenues debout par des épaules et des ventres, dont elles sentaient la moelle chaude, et leur désir satisfait jouissait de cette approche pénible, qui fouettait davantage leur curiosité. C'était un pêle-mêle, de dames vêtues de soie, de petites bourgeoises à robes pauvres, de filles en cheveux, toutes soulevées, enfiévrées de la même passion. Quelques hommes, noyés sur les corsages débordants, jetaient des regards inquiets autour d'eux. Une nourrice, au plus épais, levait très haut son poupon, qui riait d'aise, et, seule, une femme maigre se fâchait, éclatait en paroles mauvaises, accusant une voisine de lui entrer dans le corps. Muette, le visage encore frais du grand air, Madame Marty se haussait pour voir, avant les autres, par-dessus les têtes, s'élargir les profondeurs des magasins. « Ah, enfin !» dit-elle en poussant un soupir. Ces dames venaient de se dégager, elles étaient dans le hall Saint-Augustin. « Regardez donc !» cria Madame de Beauve, immobilisée, les yeux en l'air. C'était l'exposition des ombrelles. Toute ouverte, arrondie comme des boucliers, elle couvrait le hall. Madame Marty cherchait une phrase pour dire de son ravissement, et elle ne trouva que cette exclamation. « C'est féerique !» Puis, tâchant de s'orienter, « Voyons, le lacet et la mercerie. Je jette mon lacet et je me sauve. »« Je vous accompagne, » dit Madame de Beauve. « N'est-ce pas, Blanche, nous traversons les magasins ? Pas davantage. » Mais, dès la porte, ces dames étaient perdues. Elles tournèrent à gauche, et, comme on avait déménagé la mercerie, elles tombèrent au milieu des ruches, puis au milieu des parures. Sous les galeries couvertes, il faisait très chaud. Une chaleur de serre, moite et enfermée, chargée de l'odeur fade des tissus, et dans laquelle s'étouffait le piétinement de la foule. Alors, elles revinrent devant la porte, où s'établissait un courant de sortie, tout un défilé interminable de femmes et d'enfants, sur qui flottait un nuage de ballons rouges. 40 000 ballons étaient prêts. Il y avait des garçons chargés spécialement de la distribution. À voir, les acheteuses qui se retiraient, on aurait dit en l'air, au bout des fils invisibles, un vol d'énormes bulles de savon, reflétant l'incendie des ombrelles. Le magasin en était tout illuminé. « C'est un monde !» déclarait Madame de Beauve. « On ne sait plus où l'on est. » L'inspecteur Jouve, heureusement, vint à leur secours. « La mercerie, mesdames, » dit-il obligeamment. « Allez à gauche. Tenez, là-bas, derrière la bonneterie. » Madame de Beauve remercia, mais Madame Marty, en se retournant, n'avait plus trouvé près d'elle sa fille Valentine. Elle s'effrayait lorsqu'elle aperçut, déjà loin, au bout du hall Saint-Augustin, profondément absorbée devant une table de proposition sur laquelle s'entassaient des cravates de femmes à 19 sous. Mouret pratiquait la proposition. Les articles offerts à voix haute, la cliente raccrochait et dévalisait. « Oh, maman !» murmura Valentine. « Vois donc ces cravates. Elles ont au coin un oiseau brodé. » Le commis faisait l'article, jurait que c'était tout soi, et qu'on n'en retrouverait jamais une occasion pareille. 19 sous. Est-ce possible ? Disait Madame Marty, séduite comme sa fille. Bah, je puis bien en prendre 2, ce n'est pas ça qui nous ruinera. Maintenant, vite à mon lacet, je ne veux même plus rien voir. Par malheur, il y avait là, à la mercerie, un encombrement tel qu'elle ne put se faire servir. Toutes deux attendaient depuis 10 minutes, et elles s'irritaient, lorsque la rencontre de Madame Bourdelais et de ses 3 enfants les occupa. Cette dernière expliquait de son air tranquille de jolie femme pratique qu'elle avait voulu montrer ça aux petits. Madeleine avait 10 ans, Edmond 8, Lucien 4, et il riait d'aise. C'était une partie à bon compte, promise depuis longtemps. Voyons, finit-elle par dire, j'ai promis à mon petit monde de lui montrer des images là-haut dans le salon. Venez donc avec moi, vous avez le temps. Alors le lacet fut oublié. Madame Marty céda tout de suite, tandis que Madame de Beauve refusait, préférant faire d'abord le tour du rez-de-chaussée. Comme on passait devant le buffet, Madame Bourdelais ne manqua pas de gorger la petite famille de sirop. C'était une salle carrée avec un large comptoir de marbre, aux 2 bouts des fontaines argentées laissaient couler un mince filet d'eau. Derrière, sur des tablettes, s'y alignaient des bouteilles. 3 garçons continuellement essuyaient et remplissaient les verres pour contenir la clientèle altérée.
On avait dû établir une queue ainsi qu'aux portes des théâtres à l'aide d'une barrière recouverte de velours. La foule s'y écrasait, des personnes perdent toute scrupule devant ces gourmandises gratuites se rendaient malades. Quand elle arriva enfin au salon de lecture et de correspondance, Madame Bourdelais installa Madeleine, Edmond et Lucien devant la grande table. Puis elle prit elle-même dans une bibliothèque des albums de photographie qu'elle leur apporta. La voûte de la longue salle était chargée d'or. Aux deux extrémités des cheminées monumentales se faisaient face de médiocres tableaux très richement encadrés couvraient les murs et entre les colonnes il y avait une haute plante verte dans les vases de majolique. Tout un public silencieux entourait la table, encadrée de revues et de journaux garnis de papeterie et d'encriers. Des dames ôtaient leurs gants, écrivaient des lettres, quelques hommes renversés au fond de leurs fauteuils lisaient des journaux. Mais beaucoup de personnes restaient là sans rien faire. Marie, attendant leur femme, attachée au travers des rayons, jeunes dames discrètes, guettant l'arrivée d'un amant. Vieux parents déposés comme au vestiaire pour être pris à la sortie, et ce monde assis mollement se reposait, jetait des coups d'œil par les baies ouvertes sur les profondeurs des galeries et des halls, dont la voix lointaine montait dans leur petit bruit des plumes. Et le froissement des journaux. « Comment vous voilà ?» dit Madame Bourdelais. « Je ne vous reconnaissais pas. » Près des enfants, une dame disparaissait entre les pages d'une revue. C'était Madame Guibal. Elle sembla contrariée de la rencontre, mais elle se remit de suite, raconta qu'elle, de la foule. Et comme Madame Bourdelais lui demandait si elle était venue faire des emplettes, elle répondit de son air de langueur, en éteignant de ses paupières l'apprêté égoïste de son regard. « Oh non, au contraire, je suis devenue rendre, oui, des portières, dont je ne suis pas satisfaite. Seulement, il y a un tel monde que j'attends de pouvoir approcher du rayon. » Elle causa, dit que c'était bien commode. Ce mécanisme des rendus auparavant, elle n'achetait jamais, tandis que maintenant, elle se laissait tenter parfois. Mais en parlant, elle ne quittait pas des yeux les portes du salon, et elle parut soulagée. Quand Madame Bourdelais retourna vers ses enfants, afin de leur expliquer les photographies, presque au même moment, Monsieur de Boves et Paul de Valence entrèrent. « Tiens, Paul, dit une voix derrière ces messieurs. » C'était Mouret, en train de donner son coup d'œil aux divers services. Les mains se tendirent, et il demanda tout de suite. « Madame de Boves nous a-t-elle fait l'honneur de venir ?»« Mon Dieu, non, répondit le comte, et à son grand regret. « Elle est souffrante. Oh, rien de dangereux. » Mais brusquement, il feignit de voir Madame Guibal. Il s'échappa, s'approcha à tête nue, tandis que les deux autres se contentaient de la saluer de loin. Elle, également, jouait sur la surprise. Paul avait eu un sourire. « Hein, tu as vu ? Il s'est baissé. » Il lui a glissé une adresse. La voilà qui accepte de sa mine la plus vertueuse, une terrible femme, ses trousses délicates, aux allures insouciantes. Eh bien, il se passe de jolies choses chez toi. Oh, dit Mouret en souriant, ces dames ne sont point ici. Chez moi, elles sont chez elles. Justement, Madame Desforges, après avoir failli laisser son manteau dans la foule, entrait enfin et traversait le premier hall. Puis arrivée à la grande galerie, elle leva les yeux. C'était contre une nef de gare, entourée par les rampes des 2 étages, coupée d'escaliers, suspendus traversés de ponts volants. Les escaliers de fer à double révolution développaient des courbes hardies, multipliaient les paliers, les ponts de fer jetés sur le vide filaient, droit très haut. Et tout ce fer mettait là sous la lumière blanche, des vitrages, une architecture légère, une dentelle compliquée où passait le jour. La réalisation moderne d'un palais du rêve. Bien qu'elle connût déjà la nouvelle installation, Madame Desforges s'était arrêtée, saisie par le vie ardent qui animait ce jour-là l'immense nef. « Madame désire-t-elle des jarretières bon marché ?» dit un vendeur à Madame Desforges, en la voyant immobile, toute soit 29 sous. Elle ne daigna pas répondre. Autour d'elle, les propositions glapissaient, s'enfiévraient encore. Pourtant, elle voulut s'orienter. Alors, elle se reconnut. La soie devait être devant elle. Mais il lui fallut 10 minutes pour s'y rendre, tellement la foule augmentait. En l'air, au bout de fleurs, fils invisibles, les ballons rouges s'étaient multipliés. Ils s'amassaient en nuages de pourpre, filaient doucement vers les portes, continuaient à se déverser dans Paris. Et elle devait baisser la tête sous le sol des ballons lorsque tout
jeunes enfants les tenaient, le fil enroulé à leurs petites mains. « Comment, madame, vous êtes risquée ?» s'écria gaiement Boutemonde. Dès qu'il aperçut madame Desforges, maintenant le chef de comptoir, introduit chez elle, partout, mourait lui-même. Il fallait parfois prendre le thé. Elle trouvait comment, mais fort aimable, d'une belle humeur sanguine, qui la surprenait et l'amusait. D'ailleurs, l'avant-veille, il lui avait conté carrément les amours de Mouret et de Clara, sans calcul par bêtise de gros garçon, aimant à rire et mordu de jalousie. Cachant sa blessure sous des airs de dédain, elle venait pour tâcher de découvrir cette fille, une demoiselle des confections, avait-il dit simplement en refusant de la nommer. « Est-ce que vous désirez quelque chose chez nous ?» reprit-il. « Mais certainement, sans quoi je ne serais pas venu. »« Avez-vous du foulard pour des matinées ?» Elle espérait obtenir de lui le nom de la demoiselle prise du besoin de l'avoir. Tout de suite, il l'avait appelée « Favier !» et il se remit à causer avec elle. En attendant le vendeur qui achevait de servir une cliente, au milieu du rayon, une exposition des soieries d'été éclairait le hall d'un éclat d'aurore, comme un lever d'astre, dans les teintes les plus délicates, de la lumière rose pâle et le jaune tendre, le bleu limpide. « Je prendrai celui-ci, le Louis XIV, à bouquet de roses, dit enfin madame Desforges. Et pendant que Favier mettrait, elle fit une dernière tentative sur Boutemonde, resté près d'elle. « Je vais monter aux confections, voir les manteaux de voyage. Qu'est-ce qu'elle est blonde, la demoiselle de votre histoire ?» Le chef de rayon, que son assistance commençait à inquiéter, se contenta de sourire. Mais justement, Denise passait, et comme Favier prenait déjà le fouloir de madame Desforges, Hutin, voyant le contrarier, l'arrêta. « C'est inutile, mademoiselle aura l'obligeance de conduire madame. » Denise, troublée, voulut bien se charger du paquet et de la note de débit. « Dites-moi, demanda tout bas madame Desforges à Boutemonde, n'est-ce pas cette fille si maladroite ?» Il l'a donc reprise. « Mais c'est elle, l'héroïne de l'aventure. »« Peut-être, répondit le chef de rayon, toujours souriant et bien décidé à ne pas dire la vérité. Alors, précédée de Denise, madame Desforges monta lentement l'escalier. Il lui fallait s'arrêter toutes les 3 secondes pour ne pas être emportée par le flot qui descendait. Madame Desforges arrivait enfin au premier étage, lorsqu'une poussée plus rude que les autres l'immobilisa un instant. Elle avait maintenant au-dessus d'elle les rayons du rez-de-chaussée, ce peuple de clientes épandues qu'elle avait traversé. C'était un nouveau spectacle, un océan de têtes vu d'un raccourci, cachant les corsages, grouillant dans une agitation de fourmilière. Mais ce qui la surprenait surtout, c'était, lorsqu'elle fermait les paupières, sentir davantage la foule à son bruit sourd, une marée montante, et la chaleur humaine qu'elle exhalait, une fine poussière s'élevait des planchers, chargée de l'odeur de la femme, l'odeur de son linge et de sa nuque, de ses jupes et de sa chevelure. Une odeur pénétrante, envahissante, qui semblait être l'encens de ce temple élevé au culte de son corps. Cependant, Mouret, toujours debout, devant le salon de lecture, accompagné de Valagnosc, et respirait cette odeur, sans griser, en répétant « Elles sont chez elles, j'en connais qui passent la journée ici, à manger des gâteaux et à écrire leur correspondance. Il ne me reste qu'à les coucher. » Mais sa voix trembla, il eut un rire contraint. Denise et Henriette, que Mouret n'avait cessé de guetter, passaient enfin derrière lui, après avoir eu beaucoup de mal à se dégager de la foule, et il se tourna, il salua sa cliente, du salut discret d'un ami, qui ne veut pas compromettre une femme en l'arrêtant au milieu du monde. Seulement, celle-ci, mise en éveil, s'était très bien aperçue du regard, dont il avait d'abord enveloppé Denise. Cette fille, décidément, devait être la rivale qu'elle avait eu la curiosité de venir voir. « C'est un manteau de voyage que madame désire ?» demanda Denise à madame Desforges, après lui avoir offert une chaise. « Oui, répondit sèchement cette dernière, décidée à être impolie. « Voici nos derniers modèles, dit Denise. Nous les avons en plusieurs couleurs. Montrez-moi autre chose, mademoiselle. » Denise dépliait les vêtements, les repliait, sans se mettre un geste d'humeur. Et c'était une sénérité dans la patience qui expirait davantage madame Desforges. « Je vais soumettre à madame d'autres modèles, disait tranquillement Denise. Quand elle revint, la scène recommença. Puis ce furent les draps, qui étaient trop lourds et qui ne valaient rien. Si madame voulait bien m'indiquer le genre, demandait de nouveau Denise, avec son insistance polie
que rien ne décourageait. Mais puisque vous n'avez rien, cria Madame Desforges. Elle s'interrompit, étonnée de sentir une main se poser sur son épaule. C'était Madame Marty, que sa crise de dépense emportait au travers des magasins. « Tiens, dit-elle, vous achetez un manteau de voyage. »« Oh mon Dieu, non, répondit Madame Desforges. Ils sont affreux. » Mais Madame Marty était tombée sur un manteau à rayures, qu'elle ne trouvait pourtant pas mal. Sa fille Valentine l'examinait déjà. Alors Denise appela Marguerite pour débarrasser le rayon de l'article, un modèle de l'année précédente, que cette dernière, sur un coup d'œil de sa camarade, présenta comme une occasion exceptionnelle. Quand elle lui jurait qu'on l'avait baissé de prix, 2 fois que 250. On l'avait mis fût sans force contre la tension du beau marché. Elle l'acheta, le vendeur qui l'accompagnait laissa les chaises et tout le paquet des notes de débit jointes aux marchandises. Alors, tandis que Marguerite débitait le manteau, Madame Marty tourna la tête et désignant Clara d'un léger mouvement des paupières, elle dit très bas à Madame Desforges: « Vous savez le caprice de Monsieur Moret ?» L'autre, surprise, regarda Clara, puis reporta les yeux sur Denise en répondant: « Mais non, pas la grande, la petite. » Et comme Madame Marty n'osait plus rien affirmer, Madame Desforges ajouta la voix plus haute, avec un mépris pour des femmes de chambre: « Peut-être la petite et la grande. » Tous celles qui veulent Denise avaient entendu. Elle leva ses grands yeux purs sur cette dame qui la blessait ainsi, et qu'elle ne connaissait pas sans doute. C'était la personne dont on lui avait parlé, cette amie que le patron voyait en dehors. Dans le regard qu'elles échangèrent, Denise eut alors une dignité si triste, une telle franchise d'innocence qu'Henriette resta gênée. « Puisque vous n'avez rien de possible à me montrer, dit-elle brusquement, conduisez-moi en robe et costume. »« Tiens, cria Marty, j'y vais avec vous. » Je voulais voir un costume pour Valentine. Et le grand voyage commença, le long des galeries encombrées. « Par ici, madame, disait Denise, sans une plainte, après chaque halte. »« Mais c'est stupide, criait Madame Desforges. Nous n'arriverons jamais. Pourquoi n'avoir pas mis les robes et les costumes près des confections ? En voilà un gâchis. » Madame Marty, dont les yeux se dilataient, grisée par ce défilé de choses riches qui dansaient devant elle, répétait à demi-voix: « Mon Dieu, que va dire mon mari ? Vous avez raison, il n'y a pas d'ordre dans ce magasin. On se perd, on fait des bêtises. » Au second, la course commença. Denise, qui depuis le matin promenait ainsi des clientes, tombait de lassitude. Mais elle restait correcte, avec sa douleur polie. Alors ces dames, toujours conduites par Denise, vagabondèrent. On les revit de nouveau dans tous les rayons. Il n'y avait plus qu'elles sur les marches des escaliers et les longs des galeries. Des rencontres à chaque instant les arrêtaient. Ce fut ainsi que près du salon de lecture, elles retrouvèrent Madame Bourdelais et ses 3 enfants. « Toi aussi, dit en riant Madame Desforges à son amie de pension. « Ne m'en parle pas, s'écria Madame Bourdelais. Je suis furieuse. Ils vous prennent par ces petits êtres maintenant. Tu sais, si je fais des folies pour moi, mais comment veux-tu résister à des bébés qui ont envie de tout ? J'étais venue les promener et voilà que je dévalise les magasins. » Justement, Mouret, qui se trouvait encore là, l'écoutait d'un air souriant. Elle l'aperçut et elle se plaignit gaiement, avec un fond d'irritation réelle, de ces pièges tendus à la tendresse des mères. L'idée qu'elle venait de céder aux fièvres de la réclame la soulève. Et lui, toujours souriant, s'inclinait, jouissait de ce triomphe. Il était 4 heures, les rayons du soleil à son coucher entraient obliquement par les larges baies de la façade, éclairaient les billets, les vitrages des halls. Et à cette heure dernière, au milieu de cet air surchauffé, les femmes régnaient. Elles avaient pris d'assaut les magasins. Elles y campaient comme un pays conquis, ainsi qu'une horde envahissante, installée dans la débâcle des marchandises. Les vendeurs, assourdis, brisés, n'étaient plus que leur chose, dont elles disposaient avec une tyrannie de souveraine. Après avoir acheté son manteau de voyage, Madame Desforges s'était fait offrir des images à la caisse, et elle partait en songeant au moyen de tenir Denise chez elle, où elle l'humilierait, en présence de Mouret lui-même. Pour voir leur figure et tirer d'une certitude, le soir, comme Denise revenait de dîner, un garçon l'appela. « Mademoiselle, on vous demande à la direction. » Elle oubliait l'ordre que Mouret lui avait donné le matin, de passer à son cabinet après la vente. Il l'attendait debout. En entrant, elle ne repoussa pas la porte, qui reste ouverte. « Nous sommes contents de vous, mademoiselle, dit-il, et nous avons songé à vous témoigner notre satisfaction. »
Vous savez que Madame Frédéric nous a quittés. Dès demain, vous la remplacerez comme seconde. Denise l'écoutait immobile de saisissement. Elle murmura la voix tremblante. « Mais monsieur, il y a des vendeuses beaucoup plus anciennes que moi, Orion. »« Eh bien, qu'est-ce que cela fait ?» reprit-il. « Vous êtes la plus capable, la plus sérieuse, je vous choisis. C'est bien naturel, n'êtes-vous pas satisfaite ?» Alors, elle rougit. « Vous êtes bien bon, monsieur, » balbutia-t-elle. « Je ne sais comment vous dire, mais Ulysse la voix coupée. Il l'aimait donc brusquement. Elle comprenait, elle sentait la flamme croissante du coup de désir dont il l'enveloppait. Depuis qu'elle était de retour aux confections, ce qui la bouleversait davantage, c'était de sentir son cœur battre, à se rompre. Pourquoi la blessait-il avec tout cet argent, lorsqu'elle débordait de gratitude et qu'il l'eût fait défaillir d'une seule parole amie? Il se rapprochait en continuant de se plaisanter lorsqu'à son grand mécontentement, Bourdoncle parut sous le prétexte de 10 000 clients. Venue au bonheur ce jour-là, elle se hâta de sortir, après avoir remercié ce nouveau.